Tu peux lancer. Hop. Bah, on peut continuer à parler normalement, c'est pas... Ouais, dans des trucs... ouais. Il y a de la marche qui est devenue maintenant petit à petit les mardis. De BFM. Ouais. Bah attends, c'est le seul à faire des gens sur BFM. Ah ouais. Personne ne regarde BFM. De toute façon, c'est simple. Vous savez, en tant que journaliste, j'ai 30 ans de journalisme derrière moi maintenant, quasiment. Moi, j'ai toujours mes meilleurs potes, c'était les directeurs de la pub. Et avec eux, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai beaucoup appris notamment du financement dans le journal. Et si vous regardez BFM, vous n'avez plus de pub. Ils vivent de quoi? C'est pas faux. Ouais. Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de JeUnDoute.com, un peu plus longue cette fois. Nous avons eu l'occasion d'interviewer M. Pierre Jovanovic fin juillet et nous avions logiquement préparé des questions et un fil conducteur, mais très vite, cette interview se transforma en une conversation conviviale autour d'un café où nous allions aborder beaucoup de choses. L'expérience professionnelle et l'indépendance de M. Jovanovic lui ayant permis d'avoir un regard particulier sur l'économie, nous avions beaucoup de questions à lui poser et lui, tout autant de réponses ou pistes intéressantes. Au final, nous avons passé plus de 4 heures ensemble. Une longue après-midi dont nous avons ici trié, monté et illustré les moments les plus pertinents. Tout commence par l'explication des origines du terme économie. Origine pour les moins surprenante. N'est-ce pas, Monsieur Jovanovic? Ah oui, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on parle économie, personne ne comprend rien. Pour une raison très simple, c'est que tous les économistes, comme vous le savez, se sont efforcés, évidemment, de rendre la chose très compliquée. On a vu ça avec l'anglais. Qui est maintenant devenu responsable de l'économie sur France 2, donc avec son crâne d'œuf, vous voyez, donc il faut vraiment sortir comment dire, être diplômé de l'école centrale, vous voyez, alors que je crois que c'est un littéraire aussi, comme moi, donc il n'est pas plus, vous voyez ce que je veux dire, il n'a rien d'économiste, mais bon, passons. Mais c'est ce monsieur qui nous a expliqué que les États-Unis et l'Angleterre ne font pas de planche à billets, ça on n'a quand même pas oublié, c'est quand même extraordinaire, que les Anglais vont en balancer une au mois de juillet discrètement, ça va être genre, si mes souvenirs sont bons, c'est 50 milliards de livres sterling, donc ça revient, je l'ai toujours dit, mais c'est important. Voilà, vous avez des spécialistes qui se présentent comme économistes, mais qui ne veulent pas vous dire que la Banque centrale anglaise va prendre ses imprimantes Epson, Hewlett-Packard et Lexmark et va fabriquer pour 50 milliards de faux billets qu'on vous présente comme vrais. Voilà. Et moi je rappelle simplement que le terme économie, c'est très très important, c'est vraiment vital. Ça vient d'un livre grec qui s'appelle Economia et qui a été écrit par un monsieur qui s'appelait Xénophon. Il jouait pas de la musique, mais c'était son nom, Xénophon, c'est un grec. Voilà. Et c'était en fait un manuel, non pas un manuel de savoir-vivre, mais c'est un manuel destiné uniquement aux femmes grecques, de l'aristocratie, ça va de soi, qui était donc et qui leur donnait des leçons, des conseils de gestion du domaine. Donc c'est comment gérer les esclaves. C'est important ça, gérer les esclaves. Voilà. Comment aujourd'hui remarqué. Comment empêcher les souris et les rats de venir manger les sacs de blé. Où entreposer les sacs de blé, combien faut-il de jarres avec du vin et de l'eau, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment, en fait, c'est un livre de gestion de domaine. Ça s'appelle Economia, et ça vient de là, ça vient de Xénophon. Alors, vous voyez, c'était quelque chose de très simple, c'était comme un manuel de savoir-vivre, un peu comme vous mettez... le manuel de la bonne ménagère de l'époque, en fait. Mais exactement, c'est tout à fait ça, c'est une sorte d'almanach Vermo avant l'heure. Et économie vient de là. C'est très important d'aller toujours aux sources pour comprendre comment quelque chose a été dénaturé. Et on voit aujourd'hui que l'économie a été dénaturée. Puisqu'on nous présente maintenant, soi-disant pour être économiste, il faut être ingénieur de la NASA, vous voyez, pour comprendre les câblages de la navette spatiale. C'est totalement faux. Je veux dire, vous gérez un pays exactement comme vous gérez vos comptes à vous. Quand vous allez sur le marché, que dans votre portefeuille, vous avez 100 € et pas 1 € de plus, vous pouvez pas acheter plus de pommes de terre, plus de tomates, etc. Que 100 €. Sauf si le commerçant va vous faire crédit. Bon, ça, c'est une autre histoire.
Mais techniquement, vous pouvez pas. Ouais. Vous vous rendez compte? Ouais, là, ça reste dans l'hypothétique cas où le commerçant... Un pays se gère exactement de la même façon. Là, on a vu par exemple hier, avant-hier, hein, tout un cirque. Je veux dire, les Français, on prépare les Français à une cure d'austérité absolument phénoménale. C'est pour ça qu'on a la Cour des comptes, n'est-ce pas, qui va nous expliquer, oh, on a besoin de trouver 30 milliards. Tiens, comme par hasard, ils viennent de le découvrir aujourd'hui. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et tout ça pour simplement pour que nous ne soyons pas les cibles, pour que la France ne soit pas la cible sur les marchés, hein, en septembre, ce qui n'est pas gagné. Nous avons commencé par aborder la situation critique de l'économie mondiale, et plus précisément l'économie française. Nous souhaitions avoir son éclairage sur cette fameuse loi du 3 janvier 73, qui revient souvent sur le tapis lorsque l'on parle de finances publiques, mais dont peu de gens comprennent la réelle importance. Est-elle si importante? Et si oui, pourquoi personne n'a-t-il réagi lors de sa mise en place? Vous ne devez pas l'oublier. Et ça, on revient ici, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais il faut que vous compreniez ça. C'est une loi qui a été votée en catimini, dans la discrétion la plus totale, avec une formulation des plus absconses qui puisse exister. C'est la loi du 3 janvier 73. Hein. Et je l'ai déjà dit maintes fois, le 3 janvier, je sais ce que c'est. Je suis né un 3 janvier. Ok? Et depuis que je suis tout petit, il n'y a personne à mon anniversaire. Tout le monde cuve son vin. Non mais c'est vrai, tout le monde cuve son vin. Après Noël, entre Noël et le jour de l'an, plus le jour de l'an, je vais dire, le 3 janvier, vous oubliez quoi. C'est tiens, il y a mon anniversaire. Voilà. Pourquoi ils l'ont voté le 3 janvier? Mais justement pour la même raison. Parce qu'il n'y avait personne. Hein, ils l'ont pas voté au 20 avril ou au 24 mars. Non, surtout pas. Quand tout le monde était là, quand tout le monde est actif, quand tous les journalistes sont là. En plus, là, tout le monde est en vacances. Et donc, ils ont passé cette loi qui a interdit à la France d'emprunter auprès des Français, c'est-à-dire auprès de la Banque de France. Parce que plutôt que de donner tous ces intérêts à des privés, à des banques privées, notamment américaines, principalement japonaises, mais surtout américaines, c'est quand même ce taux d'intérêt, il revient au peuple français. Et avec ça, on peut construire des autoroutes, des écoles maternelles, etc. Tout le monde est d'accord, tout le monde comprend ça. Ouais. Eh bien non. Ce jour-là, il a été fait interdiction à la France, d'accord, d'emprunter auprès de la Banque de France. Ok? Et qui a signé ça? Pompidou, ancien directeur de la Banque Rothschild. C'est par hasard. Qui était son directeur de cabinet? Giscard. Non, Balladur. Oh merde. C'est Édouard Balladur. Et enfin, ils étaient ensemble. Et qui était ministre des Finances. Ensuite, qui a validé tout ça, c'est effectivement l'équipe Giscard d'Estaing. Donc c'est Pompidou, d'accord? Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur. Ce sont ces trois-là, si vous voulez, qui ont... Et plus tous les pecnos qui étaient à l'époque au ministère des Finances, qui ont validé ça. Personne, il n'y a eu aucun député qui s'est levé en disant « mais c'est un scandale, on va enchaîner la France ». Ça vous montre bien que la démocratie, ici, montre ses limites. Aucun député n'a eu la compétence pour comprendre. Il faut dire aussi que le texte, vous le mettrez, vous le mettrez dans le... parce que c'est 4 lignes, c'est quand même fascinant. Ce texte est tout à fait fascinant. Personne n'a rien compris. C'était volontaire. C'était volontaire. Ils auraient présenté un texte de loi en disant « Nous allons enchaîner la France. Nous allons enchaîner la France au taux d'intérêt aux banques étrangères. » Là, je peux vous dire que là, tout le monde se serait levé en disant non. Ils ont fait, vous comprenez? C'est de la manipulation. Black Masters dit souvent le diable est dans les détails. C'est sa phrase fétiche. Là, le diable était dans les détails. C'est redoutable. Et qu'est-ce que vous avez vu ensuite? Que Valéry Giscard d'Estaing, le même, a intégré cette loi du 3 janvier et il a imposé dans tout le traité européen de Maastricht, et aucun pays aujourd'hui ne peut emprunter à sa banque centrale. C'est fascinant. Moi, ça me paraît tout à fait normal que les Français puissent emprunter à la Banque de France et qu'on lui paye un taux d'intérêt, puisqu'on s'en fout de toute manière, puisque ce taux d'intérêt revient dans le pot commun de la France. Ça me paraît logique. Qu'est-ce qu'on en a à cirer d'aller engraisser une milliardaire américaine qui possède déjà 2 gratte-ciel? Qu'est-ce qu'on en a à cirer d'aller engraisser BlackRock, JP Morgan, etc. Qu'est-ce que ça apporte de plus? La France a été mise en esclavage
ce jour-là, le 3 janvier 1973. Et tous les autres pays européens ont été mis en esclavage de la même façon. Nous lui avons demandé un peu plus d'informations sur la dette publique. En effet, il est intéressant de savoir par quel tour de magie les dettes privées des banques ou des grandes multinationales sont transformées puis englobées dans la fameuse dette publique, explosant par là même l'endettement des États. Quel est donc le mécanisme permettant cela ? C'est très simple, c'est une décision gouvernementale. À partir du moment où vous prenez par exemple le Crédit Lyonnais qui était en faillite il y a déjà, je sais pas, une quinzaine d'années, ça s'appelait le Crédit Lyonnais à l'époque. C'était soit toutes les agences étaient le Crédit Lyonnais faisait faillite totale, et toutes les agences étaient fermées, soit l'État prenait à sa charge l'intégralité des pertes et c'est ce qui s'est passé, et du coup, il sauvait la banque, et le Crédit Lyonnais a continué. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de plomberie, même aussi grosse que le Crédit Lyonnais, l'État vous laissera faire faillite sans aucun problème. Ils mettront, comme on voit d'ailleurs avec Renault. Renault est en train de licencier massivement. Peugeot va fermer Aulnay, ça va faire 3000 ou 3000 personnes concernées, plus au moins 1500 ou 2000 emplois connexes. Donc ça les dérange pas. Mais que les banques, une banque en plus qui fait dans la criminalité la plus totale, alors ça c'est hors de question. Donc là, c'est devenu vraiment mon thème de prédilection, c'est-à-dire que c'est le vol de la démocratie par les banques, puisque la justice ne fonctionne plus. C'est aussi simple que ça. Vous avez les banques qui volent les gens ouvertement. Alors là, personne ne dit rien, ils sont même pas condamnés. Vous avez un mec qui braque une épicerie et qui s'en va avec 20 euros. Alors là, il va prendre 3 ans de prison. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Les villes banques sont ça, elles font partie des. Je vous redonne. Imaginez bien la scène. Vous prenez un épicier arabe là, ok, et vous avez un mec, un marlou qui arrive, qui met la main dans la caisse et qui réussit à prendre un ou deux billets de 10 euros, et puis il s'en va au courant, paf, ok. Vous avez une patrouille de police qui le chope, d'accord. C'est du pénal, il y a criminalité, il y aura une peine de prison. Vous êtes d'accord? Ouais. Aujourd'hui, en ce moment même, vous avez, moi je le vois avec tous les lecteurs qui m'envoient, en plus ils m'envoient des photocopies, je veux dire des scans, etc. Mais je l'ai vu, vous avez la banque qui vous ponctionne directement 15 ou 20 euros sur votre compte, sans rien vous demander. Et ils attendent simplement que vous veniez gueuler pour éventuellement vous les rembourser. Ouais. Et quand vous avez 15 millions de comptes, sur lesquels vous ponctionnez 15 euros, c'est quoi ça? Une belle somme. C'est quoi ça? C'est du vol. Ouais. C'est du vol qualifié. Alors vous voyez, donc c'est ça, c'est vraiment le vol de la démocratie totale. Parce que c'est exactement le même crime. Pour mieux comprendre la situation économique actuelle, il faut chercher dans l'histoire des exemples similaires. La seule grande crise mondiale comparable à celle qui s'approche est celle de 1929. Que s'est-il donc passé cette année-là, et ne devrait-on vraiment en retenir que ce fameux jeudi noir? En ce qui concerne l'avenir proche, vous faites une comparaison sur le livre 777, sur Blade Master, je ne sais plus, une comparaison de la crise de 1929 et la crise d'aujourd'hui. Parce que tout le monde pense que c'est en 1929 que les bourses ont vraiment chuté, alors que vous expliquez que c'est 4 ans plus tard que les valeurs ont touché vraiment le fond. Et là, on arrive à peu près à cette période-là, on a suivi exactement la même Là, vous avez un exemple typique du mensonge des professeurs d'économie. Tous les professeurs d'économie, quand ils vous parlent, ils vous donnent des cours sur 1929, ils vous expliquent que la date clé, c'est le jeudi noir. Et en fait, c'est pas ça. La vraie chute, la véritable explosion de Wall Street, c'était 4 ans plus tard, quand le Dow Jones est tombé à 42 points. C'est-à-dire 0. Voilà. Café Franklin Roosevelt, pour sauver Wall Street, parce que les actions allaient tomber à 0, et donc c'était la disparition totale de Wall Street, aussi, de tout ce qui est action. Il a braquer l'or de tous les Américains, en signant un ordre exécutif, en ordonnant à chaque Américain de se rendre immédiatement à la banque la plus proche et de remettre leurs lingots d'or, leurs pièces d'or, moyennant 25 $ l'once. Et une fois que tous les Américains ont vendu leur or, parce que personne n'a vendu l'or, il n'y a que les idiots qui ont vendu leur or à l'époque,
eh bien, il a remonté immédiatement le cours de l'once à 35. Voilà, donc c'est un artifice comptable absolument formidable. Et il a sauvé Wall Street. En braquant l'or des gens. C'est ce qui est en train de... L'histoire se répète. Vous voyez la même chose en ce moment même. Des politiques d'austérité dans tous les pays. Juste pour sauver qui? Les banques et Wall Street. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que vous voyez? Toutes ces boutiques, vendez-nous votre or, vendez-nous votre or. À la télévision, vous avez des publicités partout. Vendez-vous votre or, votre vieil or. Hein, parce qu'il y a de l'or neuf, hein, c'est bien connu. Hein, il y a de l'or usagé aussi. Hein, c'est l'or abîmé, vous voyez. J'aime beaucoup ça, l'or usagé. Vendez-nous votre vie qui vous sert plus à rien. J'aime beaucoup le discours. Oui, donc c'est pas du tout un hasard qu'on est en train de... Et tout cet or, hein, l'une de ces compagnies se trouve à l'île de Man. Hein, l'or des Français part à l'île de Man. C'est intéressant. Encore si c'était une société française qui rachète, je sais pas, l'or des Français et refournit la Banque de France en lingots. Ok, très bien. Il n'y a aucune raison pour empêcher les Français de vendre leur or s'ils en ont besoin ou s'ils en ont envie. On est tout à fait d'accord. Mais cet or, il doit être, comment dire, il doit être remis à la Banque de France. La Banque de France doit racheter l'or des Français. Personne d'autre. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Et voilà. C'est un phénomène qui se propage parce que moi, étant originaire d'Albanie, j'y suis retourné cet été et en 2 ans, j'ai vu un changement énorme. Vous voyez, des affiches en 2 ans. Monstrueuses. En 2 ans seulement. Voilà. Oui, même à Tirana, je l'ai vu à Rome, je l'ai vu à Barcelone, je l'ai vu à Madrid. Moi, j'ai des lecteurs qui sont en Thaïlande, au Japon, à Singapour, à Séoul. Il m'a dit partout. Il y a vendez-nous au revoir. C'est un phénomène mondial. Mais tout cet or, il va bien quelque part. C'est ça la constitution. Hein, il faut enlever l'or de chaque pays. Il faut affaiblir chaque pays. Mais où est-ce qu'il va tout cet or-là actuellement? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Les Chinois en achètent beaucoup parce que eux veulent garantir le yuan à un moment donné par l'or. Et les Américains, pour les contrecarrer, les rachètent aussi avec la planche à billets. Vous avez vu? On revient toujours à la même chose. L'imprimante magique, ouais. François Mitterrand parlait dans ses mémoires d'une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparente et portant une guerre à mort entre la France et les USA. D'autres parlent aujourd'hui d'une guerre financière entre l'Europe et ces mêmes USA. Le fait est que la zone euro connaît aujourd'hui sa plus grande crise. Sommes-nous donc victimes d'une telle guerre économique aujourd'hui? Quels en seraient les enjeux politiques? Il y a eu un chantage qui a été fait sur Nicolas Sarkozy, exactement comme un chantage a été fait sur Berlusconi. Ça, je l'ai vu dans la revue de presse, je l'ai même chroniqué. Avec Laurent, on s'était quand même bien amusé sur cette affaire. On avait même prévenu, moi j'avais prévenu tous les auditeurs, les lecteurs, longtemps à l'avance, que ça sera fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de l'explosion de Wall Street, le 29 septembre 2008, d'accord? Tous les fonds de pension, donc tous les caisses de retraite auxquelles tous les lecteurs ou spectateurs ont cotisé, d'accord, vos parents, hein, tout ça a été volatilisé. Ils ont perdu 60, quasiment, dans certains cas, même 80%, d'accord? Les caisses de retraite ont été ruinées le 29 septembre 2008. Nicolas Sarkozy n'a pas jugé utile de régler ce problème, ni de le dire aux Français d'ailleurs. Hein. Donc, et on a vu une première attaque sur la France, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor que nous étions obligés de payer sont montés. Et donc, à un moment donné, Nicolas Sarkozy a fait voter de toute urgence une loi à l'Assemblée, hein, nous obligeant à travailler 2 ans de plus. Hein, avant de prendre notre retraite. Mais sans jamais nous dire que les caisses de retraite ont été lessivées. D'accord? Une fois que Nicolas Sarkozy a fait voter cette loi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, les taux d'intérêt, ça sont retombés. C'est quand même extraordinaire. Qu'a fait François Hollande? Hein, il est allé... il a dit qu'il allait retirer toutes ses troupes d'Afghanistan. D'accord? Il va aux États-Unis, il rencontre Obama. Et Obama lui dit, bon écoute, c'est simple, moi j'ai besoin de tes troupes, maintenant si tu me les enlèves, hein, si tu me laisses tes troupes, ça va te coûter, on va dire 500 millions. Ok, tu les enlèves, moi je fais monter tes taux d'intérêt et ça va te coûter 5 milliards.
Alors tu choisis quoi? Hollande, il est pas idiot. Bon, bah, je laisse mes troupes en Afghanistan. C'est exactement ce qui s'est passé. Et regardez bien, c'est pas si vieux que ça date d'il y a un mois, même pas. Toute l'Europe est en feu. Les taux d'intérêt de l'Italie, du Portugal, tout le monde augmente. Comme par hasard, il revient des États-Unis, le taux d'intérêt de la France baisse un tout petit peu. Hein, il retombe à 2,5 ou je sais pas combien. Simplement parce qu'il a annoncé que finalement, bon, il allait laisser quelques troupes en Afghanistan. Voilà comment ça se règle. C'est très important d'observer ce genre de... C'est là où la politique interne, ça se règle toujours autour de l'argent. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Irlande témoignent d'un véritable désastre financier. Devons-nous nous attendre à une situation similaire en France? Nos représentants politiques semblent impuissants face à cette situation. Que se passe-t-il donc réellement? Et nous sommes les prochains sur la liste. Enfin, on y est déjà, hein, mais bientôt ça va être total. C'est-à-dire rendre les clés de la banque, rendre les clés du ministère des Finances, les donner intégralement à Bruxelles, alors que tous ces mecs sont, en fait, ces commissaires européens qui sont même pas des gens élus. C'est même pas des élus. Ils ont même pas été élus par le peuple. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà en soi, ça. Herman von Rompuy, von Fripouille, comme je l'appelle, il a jamais été élu, ce mec. C'est invraisemblable. Ça vous montre bien la manipulation américaine. Hein, c'est le Télégraphe de Londres qui a montré que l'élection de Herman von Rompuy a été décidée à l'avance au cours d'une réunion de Bilderberg et que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont donné leur aval pour son élection. Le problème, si vous voulez, c'est que le groupe Bilderberg est vraiment connu. En fait, c'était une entité qui a été montrée par l'OTAN, hein, et pour favoriser uniquement tout ce qui était OTAN. Hein. C'était à l'époque de la guerre froide entre les rouges et les bleus. Hein. Donc il faut se remettre dans le contexte. Et que c'est surtout le groupe Bilderberg, hein, qui est contrôlé par les Américains, il y a eu cette affaire célèbre où je ne sais plus si c'est le frère du roi de Belgique ou qui a reçu je sais plus des millions de dollars pour forcer le gouvernement belge à acheter des F-15 plutôt que des Mirage français. Hein, c'est une fameuse affaire de corruption typiquement bilderbergienne, hein, et qui date de 75 ou 1974 ou 75, je me souviens. Enfin bon, les spectateurs le retrouveront, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça vous montre bien, si vous voulez, que Nicolas Sarkozy a vendu la France. Je considère que Sarkozy, puisqu'il était avec Balladur, a trahi la France, puisque lui-même a vendu 600 tonnes de l'or de la France, juste pour sauver le dollar américain. Alors que les Américains, au même moment, n'ont pas vendu 1 gramme de Fort Knox. N'ont pas vendu 1 gramme. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il besoin de se débarrasser de l'or de la France? C'est une très très bonne question. Personne ne lui a rien demandé. On n'en avait aucun besoin. Les déficits de la France de l'époque sont très loin de ce qu'on a aujourd'hui. La première chose qu'il arrive, le ministre du budget, ils vend l'or de la France. Et ça ne fait que les affaires des Américains, je vous le signale. C'était pour maintenir l'or au plus bas, bien sûr. Bah, c'était une période où le cours de l'or, il était extrêmement bas. Mais c'était volontairement fait, exprès. C'était les Américains l'ont toujours dit. Nous devons maintenir le cours de l'or au plus bas pour maintenir la confiance. Parce que dès que vous avez le cours de l'or qui monte, ça veut dire que la confiance est rompue. Et c'est pour ça que Blind Masters agit de concert avec la Fed. Enfin, elle le fait pour la Fed. Hein, parce qu'il y a un cours qui est encore plus grave que celui de l'or, c'est le cours de l'argent. Et donc en quoi il est exactement plus grave que celui de l'or? Parce que l'argent a vocation immédiate de devenir une monnaie. Immédiatement. C'est vrai qu'il est plus simple d'échanger avec des pièces d'argent plutôt que des pièces d'or. Parce qu'aux États-Unis, non, il faut connaître, parce qu'aux États-Unis, pendant très longtemps, vous aviez des pièces d'argent qui circulaient, hein, les quarters, les Kennedy. Il y en avait quand même pas mal, hein, qui circulaient en argent. Et donc c'était une véritable monnaie. Donc du jour au lendemain, vous pouvez, je veux dire, je ne paye qu'en argent. De la même façon qu'en dans les années 60, les pièces de 1 franc, etc., elles étaient en argent. C'est pour ça qu'il fallait aussi tuer l'argent. Il fallait impérativement tuer les matières premières métal. Tout ce qui gêne le dollar, faut le tuer. Et la France gêne les États-Unis. Donc il faut la tuer. Cocorico. Non mais j'espère qu'il y a un sursaut des Français. Quoi. Franchement, j'espère. J'espère vraiment. Général de Gaulle, il en parlait beaucoup. J'espère que vous passerez son discours. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe
des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. De Gaulle a parfaitement tout compris. Mais il a tout dit. C'est d'ailleurs ce qu'il Il a dit l'or, doit être la seule référence pour tous les autres pays. De fait, Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez partout des machins qui vous rachètent l'or. L'autre jour, j'étais à la gare de l'Est, à la gare du Nord, pour prendre un train. Hein, j'ai voulu manger un sandwich. Hein, écoutez, il y avait plus de vendeurs d'or que de kebab. Vous rigolez, mais c'est vrai. Il y a plein de vendeurs d'or autour de la gare de la gare du Nord. Mais c'est incroyable. Étrange quand même. Attendez, vous tout le monde l'a vu. Il y a plus de vendeurs. Ces vendeurs d'or, ils sont apparus en l'espace de 2 ans, 3 ans. Pourquoi vous avez tous ces gens qui rachètent l'or? Parce que au-dessus, vous avez des gens qui les livrent. Plus vous en ramassez, on les rachète. On vous en donne 20% de plus. Vous vous démerdez. Hein, donc ils le font parce que tout le monde sait qu'on va revenir au standard. L'immensité du problème, les sommes colossales annoncées, la puissance des intérêts privés en jeu et le peu de confiance que l'on peut accorder aux réels décideurs. Tout ça peut nous sembler tellement loin de nous, gens du peuple, que nous nous sentons ignorés et impuissants. Nous avons donc posé la question fataliste que tout le monde se pose. Que puis-je faire moi seul face à tout ça? Est-ce que acheter une pièce d'argent, par exemple? Ah oui. Acheter une pièce d'argent. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous avez, je sais pas si votre vidéo sera vue des milliers de fois. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est Max. C'est Max Kaiser. Il dit chaque fois que vous achetez une pièce d'argent, elle va vous coûter quoi? 30 €. Allez. Une pièce de 50 francs Hercule. En plus, elles sont belles. Eh bien, pour chaque euro que vous avez mis dans cette pièce, vous créez l'équivalent de 10 € de découvert à la JP Morgan. Voilà. Donc si nos auditeurs nous entendent, on peut leur demander, voilà, à votre niveau, vous pouvez, en fonction de vos moyens, acheter une ou plusieurs pièces, par exemple. J'ai des lecteurs qui m'écrivent en disant oui, j'ai 30 000 € à la caisse d'épargne, j'ai 50 000 € qui dorment au Crédit Agricole. C'est effrayant de voir la bêtise. C'est même pas la bêtise parce que les gens ne savent pas. Ils ont fait confiance à leur banque. Voilà. Non, mais les banques ont tout fait pour abêtir les gens. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais si vous regardez le cours de l'action du Crédit Agricole, hein, aujourd'hui, elle est quand même tombée à des niveaux historiques. Virtuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout le monde peut le voir. Il suffit de regarder le cours de l'action du Crédit Agricole BNP Général. Vous voyez que ces banques sont en faillite. Hein, sinon, l'action, elle tomberait pas à 3 € ou je sais pas combien. C'est tellement énorme que les gens ne veulent pas le voir. C'est un déni. C'est un réflexe. C'est une peur. C'est un déni. Voilà, c'est un déni. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez de l'argent, que ce soit 2 000 €, 30 000 €, même plus, ne vous emmerdez pas. Je veux dire, vous allez chez le marchand d'or, hein, et n'allez pas chez n'importe qui. Hein, vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, hein, et vous, rien qu'en faisant ça, c'est un acte de résistance. Hein, c'est comme si vous avez pris votre mitraillette et que vous avez tiré dans le tas, hein, de la JP Morgan, voilà, hein, ou de la Goldman Sachs, hein,
ou des enfoirés de la Société Générale ou de la Banque Postale. Voilà. Ça, c'est un acte de résistance. C'est le nouvel acte de résistance. Une petite pause a suivi pendant laquelle nous avons abordé ces livres et notamment Blight Masters. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce nom, nous vous conseillons de lire son livre pour mieux comprendre la suite. Selon M. Jovanovic, cette femme de l'ombre est, malgré elle, à l'origine de la crise de 2008. Blight Masters a en effet inventé les fameux crédits défaut swap, alias CDS, sorte de pierre philosophale pour banquier, à l'origine de cette crise. Nous avons donc repris l'interview en abordant Blight Masters et sa responsabilité par rapport à cette crise qui s'étend encore jusqu'à nos jours. Son invention en est à l'origine, certes, mais est-elle responsable des subprimes? Blight Masters est la seule d'ailleurs de toute cette équipe de l'époque qui est restée à la JP Morgan. Voilà, peut-être deux autres, mais bon, c'est des seconds couteaux, on va dire. Tous les autres ont cédé au chant des sirènes, hein, puisque toute personne qui avait travaillé avec Blight Masters se voyait proposer des contrats, des ponts en or, en bas de la... sur Park Avenue, devant le siège de la JP Morgan, il y avait un défilé, vous savez, de ces longues limousines blanches et noires, avec les antennes sur le coffre arrière, hein, et à l'intérieur vous avez des chasseurs de tête qui attendaient son équipe à la sortie des bureaux, qui essayaient de les attraper quand ils sortaient avec leur voiture, pour leur proposer des ponts en or, pour aller à la Deutsche Bank, à la Banque of Singapour, à la Banque Suisse, etc. Parce qu'ils faisaient partie des très rares personnes qui avaient l'expertise des crédits défaut swap. Ils ont tous cédé au chant des sirènes. Et Blight Masters est restée. Elle n'a pas cédé au chant des sirènes. C'est intéressant. Ça montre que c'est quelqu'un de déterminé et de fidèle. Oui, puisqu'elle y est rentrée à 17 ans, en tant que stagiaire. Oui. Elle est déterminée et surtout elle est fidèle à un plan à long terme. Elle se moque des offres, que quelqu'un lui offre 1 million de plus ou 2 millions de plus par an pour faire du crédit défaut swap dans une autre banque. Ça l'intéresse pas. Elle est déjà riche comme Crésus. Donc, c'est vrai qu'elle c'est peut-être là justement une différence majeure entre elle et les autres qui ont des visions beaucoup plus à court terme et dans le profit vraiment immédiat. Mais c'est pour ça qu'elle est une photocopie de ces stratégies. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'elle est très très... Vous savez, l'un des effets les plus curieux de ce livre, ça je l'ai appris récemment, c'est que c'est un truc qui m'a fait scotcher littéralement, c'est que ce livre a été donc lu par beaucoup de gens, notamment de gens très très riches, qui, quand ils ont fermé le livre, ils ont dit c'est elle que je veux. Donc ils ont appelé la JP Morgan et dit voilà, Madame Masters, j'ai 200 millions, je vous les donne. Merci de les placer, de les faire fructifier. Donc c'est quand même assez surréaliste. Si vous voulez. C'était le truc le plus dingue auquel alors franchement je m'attendais vraiment pas à ça quoi. Mais après tout ça me paraît logique, oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc je dis autant confier son argent à quelqu'un d'extrêmement intelligent comme elle plutôt que à des planquins de la Société Générale ou de la BNP quoi. Ça me paraît enfin je veux dire dans la démarche intellectuelle ça me paraît logique quoi. Il est préférable d'aller quand même avec quelqu'un comme elle qui sait ce qu'elle fait plutôt que d'aller avec les traders ploucs de la Société Générale. Vous lui avez fait un CV sans concession de 300 pages quoi. Je lui ai fait un CV de 300 pages, oui, mais maintenant elle est très contente du livre. Elle est très fière. Bah oui, parce qu'elle s'attendait pas du tout à ce que ça lui rapporte des clients supplémentaires. Alors vraiment, c'est le truc auquel elle s'attendait pas du tout. D'accord, oui, mais là pour le coup, est-ce que c'est pas contre-productif votre... Tout, vous savez, chaque fois quand on fait quelque chose, vous savez, jamais... Franchement, si on m'avait demandé de dire, ou ne serait-ce que de parier, ne serait-ce que 10 1 euro, vous savez, sur le fait que le livre, je l'aurais pas fait. Succès-là, ouais. Non, le fait que ça lui a apporté des clients. Le fait que ça lui a apporté le client. Oui, mais ce que je veux dire, ça je l'aurais pas... on ne l'aurait pas cru, parce que à la base, en fait, ça dénonce. Moi, quand je l'ai lu, il y a des choses qui m'ont révélé. Quoi par exemple la création, la façon qu'elle a trouvé de pouvoir continuer à donner des crédits, à donner de plus en plus à n'importe qui. Et... Non, c'est pas elle qui l'a fait, attention, non, mélangez pas. Non, elle n'a jamais fait ça. Elle n'est jamais tombée, je le dis dans le livre, hein, elle n'est jamais tombée dans le piège des suprêmes. Jamais. La JP Morgan est la banque qui a
le moins souffert de la crise des subprimes. C'est parce que la Fed, la Banque fédérale américaine, a obligé la JP Morgan à racheter la Washington Mutual, qui elle avait acheté du subprime toxique par camion entier. Mais elle, son département n'ont jamais, vraiment, ils sont jamais partis là-dedans. Elle était quand même à la base de, comme vous dites dans le livre, elle est à la base de cette crise financière de 2008. Oui. Donc, la raison, ce que je lui reproche, ce que je lui reproche, je pense qu'on le voit bien dans le livre, je le montre bien. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir averti son industrie à elle. C'est-à-dire de ne pas, parce qu'elle était aussi présidente de la CIFMA, elle aurait pu, au cours de tous ces congrès divers et variés interbancaires ou interprofessionnels, dire aux gens, attention, les crédits défaut swap sur des subprimes et tous ces trucs toxiques, ça va vous exploser à la figure. Hein, elle aurait pu, ça franchement, elle aurait pu vraiment faire des conférences, et on l'aurait vu dans le Wall Street Journal, on aurait vu ses propos repris par Reuters, par AFP, etc. Non, ça elle l'a jamais fait. Elle les a laissés s'enfoncer. Oui, c'est pour ça que je la compare. En fait, il y a un côté très très marrant chez elle. C'est la côté de la sorcière Morgane, hein, qui invente un poison, mais qui ne fonctionne que tant que elle y met ses doigts. Mais si quelqu'un prend la même recette, l'applique, mais il n'y a pas le petit truc en plus de Black Masters dedans, et donc ça leur a explosé à la figure. J'ai un chapitre là-dessus, je crois, où je la compare justement à la fée Morgane. C'est en gros les autres banquiers qui jouaient à l'apprenti sorcier justement avec sa recette magique. Mais parce qu'ils n'ont pas respecté les règles essentielles minimalistes de risque. Ils se sont laissés appâter par le gain immédiat. Ils sont tombés dans le piège du gain immédiat, et en plus, si vous voulez, poussés par la demande très très forte des banques allemandes et des fonds de pension de retraite allemandes. N'oubliez jamais ça. Les Américains n'avaient plus de papier à un moment donné à swapper. Ils en avaient plus. Hein, il faut toujours un planquin, il faut toujours un mec qui signe une demande de prêt pour acheter une maison. Hein, et ensuite, ce papier-là, il était découpé, agrégé à d'autres trucs, et ensuite dans un produit financier qui était revendu aux caisses de retraite françaises, allemandes, italiennes, mexicaines, etc. Et à un moment donné, ils n'avaient plus de papier. Donc c'est là où ils ont commencé à prêter à tout et à n'importe qui. En omettant de donner les vraies informations. Pour moi, le vrai responsable de la crise, c'est Moody's. C'est l'agence Moody's. C'est l'agence Standard & Poor's et Fitch, mais surtout Moody's. Moody's est pour moi le grand et principal, et voire unique responsable de cette crise. Qui a tamponné AAA. Voilà, qui a donné AAA en omettant de préciser qu'au bout de 3 ans, parce que quand même ils sont pas idiots chez Moody's, que le prêt à 2%, que le pauvre mec qui remboursait $300 par mois, qu'au bout de à la 3e année et une journée de plus, il allait passer de 300 à 1200, et que par conséquent, il ne pouvait définitivement pas rembourser, et que par conséquent, définitivement, il allait dans le mur, et qu'il serait saisi, et que ce prêt ne sera jamais, mais jamais remboursé. C'est aussi simple que ça. Moody's le savait pertinemment, et pourtant, ça ne les a pas empêchés de mettre le AAA dessus. Mais malgré cette grande erreur des agences de notation, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est un mensonge par omission. Tout le monde le savait. Aussi bien Moody's, aussi bien ceux qui vendaient, tout le monde le savait. Mais dans ce cas, comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, dans les médias, on nous balance encore, les agences de notation ont baissé la note de telle banque, de la France. Pourquoi on les prend encore au sérieux? Ça aurait dû jouer contre eux en fait. Le fait qu'ils aient gardé une bonne note à quelque chose qui n'allait pas durer longtemps et qu'ils le savaient. Écoutez, CNBC appartient à General Electric, la Libération appartient à la banque Rothschild, le journal Le Monde appartient à la banque Pigasse, à Monsieur Pigasse, ancien banquier et ami d'Alain Minc. Alain Minc est le grand ami des banquiers, je vous l'apprends pas. Alain Minc, je crois que c'est le canard enchaîné qui a dit comment Alain Minc a ruiné Groupama. Enfin bon, bref, on va pas. Vous voyez ces banques qui tiennent les médias en France, mais ils tiennent également les médias en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Berlusconi, tout le monde, c'est quand même, il a fait sa fortune avec les médias.
Voilà. Donc, ne vous attendez pas à ce que les médias vous donnent de l'information. Elles appartiennent, dans leur grande majorité, à des banques, directement ou indirectement. Les voix dissidentes sont rares dans le journalisme en général et économique en particulier. Logiquement, nous avons donc commencé à parler des médias et leur rapport avec le monde de la finance. TF1 a des graves problèmes d'argent en ce moment. Ils sont incapables de financer tous les nouveaux programmes, etc. pour la nouvelle saison de septembre. J'ai eu des informations comme quoi leurs budgets ont été gelés, c'est le cas de le dire. Ça m'amuse toujours quand on gèle quelque chose au mois de juillet. Donc ça vous montre bien, si vous voulez, qu'il y a un problème de liquidité grave. D'ailleurs, vous avez constaté qu'il y a de moins en moins de publicité de spots télévisés sur TF1. Et surtout, vous avez constaté que TF1 n'a pas pu acheter l'Euro 2012, tous les matchs de foot. Et donc c'est ce qui m'a fait dire, si vous voulez, qu'à partir du moment, si vous voulez, tant qu'on peut donner du pain et des jeux au peuple lobotomisé, tout va bien. Mais si TF1 ne peut plus acheter les matchs, parce que TF1, allié à M6, n'ont pu acheter que, vous regarderez, mais je crois que c'est 18 matchs sur 36 ou quelque chose dans le jeu, enfin la moitié des matchs, quoi, surtout au premier niveau. Ça vous montre bien qu'il y a un problème gravissime en termes de médias, de ce que j'appelle la bête média dans l'un de mes autres livres, et que quand il n'y a plus, si le système ne peut même plus donner des jeux, à ce moment-là, vous voyez que le système est en dérapage total et qu'on est proche en fait d'une sorte de... que TF1 est proche d'une sorte d'effondrement sur lui-même. Vous avez vu par exemple un autre point, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, par exemple, dans l'art de... il aurait dû écrire l'art du mensonge. Je pense que c'est un livre qui manque à l'appel pour lui. C'est-à-dire de supprimer la publicité sur France 2 et faire 3, etc. Bon. Et qu'est-ce que vous avez vu? Sa promesse a tenu, je sais pas, peut-être 3 mois ou 6 mois. Enfin, en tout cas, j'ai vu récemment plein de pubs. Comme vous. Voilà. Donc on est dans le mensonge permanent et on voit bien que que France 2, TF1, etc., qui, qu'on veuille ou non, dépendent de l'État, bien que JP Morgan possède 10% de TF1, ce que personne ne savait techniquement, c'est le capitaine Anderson qui a sorti ça, et eh bien on voit que le système se grippe littéralement, que l'argent ne circule plus, et à partir du moment, si vous voulez, où vous n'avez plus d'annonceurs, eh bien le système va à l'arrêt. Par exemple, Bloomberg France, la chaîne de télé Bloomberg France, a cessé sa diffusion en France, il y a grosso modo 1 an. Ils ont licencié tout le monde et ils ont arrêté. Vous prenez quelque chose comme BFM TV Echo, on se demande comment cette chaîne survit, parce qu'il n'y a quasiment pas de pub. Très bonne question. En plus, c'est que des conneries. Le seul qui fait de l'audience, c'est Olivier Delamarche. Alors bon, 5 minutes, une fois tous les 7 jours, ça fait quand même, ça fait un peu léger. Et puis on comprend que les annonceurs ne se bousculent pas au portillon pour annoncer au même moment où Olivier Delamarche parle. Donc je pense que BFM TV Echo va être fermé d'ici quelques temps, tout simplement. Exactement comme a été Bloomberg France et d'autres chaînes économiques. D'ailleurs, on voit même par exemple aux États-Unis, on voit que CNBC Echo, la fameuse chaîne CNBC, a perdu, je crois, c'est l'équivalent de 30 ou 40% de son, de tous ses spectateurs, ce qui est absolument colossal, au profit d'émissions de télévision économique de Max Kaiser. Oui. Eh oui. Bah oui. Qui est quelqu'un. C'est le syndrome de la tribune. C'est-à-dire que vous avez un journal qui existait depuis très longtemps, la Tribune, qui est un journal économique, et la Tribune a fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais donné de l'information à ses lecteurs. C'est un journal économique. Les journalistes économiques, a priori, les mecs, ils sont quand même au fait, ils sont au taquet. Et ils ont absolument pas prévenu leurs lecteurs qu'il y a une pleine crise et qu'en septembre 2008, tout allait exploser. Ça avait déjà commencé en 2007. Mais aucun journaliste de la Tribune ne l'avait vu. C'est absolument fascinant. Perdu toute crédibilité. Ils ont perdu toute crédibilité, donc les lecteurs ont cessé de s'abonner, ils ont cessé d'acheter. Du coup, la Tribune n'avait plus d'argent qui rentrait pour lui permettre la fabrication et de payer les journalistes. En conséquence de quoi, ils ont disparu. Enfin, la version papier. Il existe encore un petit peu sur
sur le web, mais bon, je veux dire, personne ne va aller sur le site de la Tribune peut-être une fois de temps en temps. Voilà. Donc c'est le problème de la crédibilité de la presse économique et de la presse, économique en particulier, et de la presse générale qui est remise en cause aujourd'hui, et tous les Français qui réfléchissent l'ont vu. Hein, vous avez maintes fois vu, vous étiez sur le journal de 20h de TF1 et vous zappiez sur la 2, vous avez exactement les mêmes infos, au même moment, avec les mêmes images. Combien de fois ça m'est arrivé? On a des millions dans ce cas-là à l'avoir vu. On nous prend pour des blaireaux. Ouais. Si on a les mêmes images, les mêmes infos au même moment sur les deux chaînes, il y a quelque chose qui ne va plus. Et tous ces mecs se prétendent être journalistes indépendants. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'on m'explique pourquoi ils donnent les mêmes infos au même moment, avec les mêmes images. Ça c'est une très bonne question, mais bon, on va pas... on va pas... Voilà, là on sort un peu... Pas personne n'est dupe. Les banques ne se contentent donc pas de travailler avec l'argent. Elles achètent et ou pèsent sur les médias. Est-ce le seul domaine dans lequel le milieu financier représente un réel danger? Il était temps d'aborder un des sujets les plus importants, la spéculation des banques sur les matières premières. Nous avons donc demandé à M. Jovanovic de nous faire part de ses connaissances sur ce point. Une petite explication qui permet de mieux comprendre ce sujet primordial. La JP Morgan, agriculture et banque, c'est quand même le crédit agricole. Il faut quand même bien montrer que le crédit agricole a influencé toute la banque mondiale. Le crédit agricole s'était spécialisé, comme d'autres d'ailleurs petites banques américaines, s'était spécialisé pour prêter aux fermiers, aux agriculteurs. Ouais. Pourquoi le crédit agricole est devenu cette grande banque française? Eh bien, tout simplement parce que le crédit agricole, quand un agriculteur ne pouvait pas rembourser son prêt, lui saisissait ses terres. Aujourd'hui, le crédit agricole est l'un des plus grands propriétaires terriens de France. Il faut le savoir, ça. Il faut savoir aussi, par exemple, que la BNP, aujourd'hui, est l'entité la plus riche de la France. Faut le savoir. Je l'ai déjà dit à la radio, j'ai écrit là-dessus, sur le blog. Et du coup, ça a montré, si vous voulez, que prêter à des agriculteurs est une très bonne chose, hein, parce que de toute manière on récupère ces terres, et qu'une terre, ça reste toujours la terre, surtout quand c'est une terre productive. Alors, pour revenir à Black Masters, elle a vu en 2006 que tout le système allait s'effondrer, que les crédits défaut swap étaient juste des bombes à retardement, et que tout allait exploser en même temps. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008. Hein, et que pour parer à ça, donc elle avait quand même 2 ans et demi d'avance, elle a quitté le département des crédits dérivés, donc tout ce qui était swap, pour prendre le département des matières premières de la JP Morgan. C'est pas rien. Quand elle est arrivée à la JP Morgan, dans ce département, pardon, il y avait plus 40 ou 50 traders hein, qui achetaient du pétrole, surtout du pétrole. Hein, c'était surtout, on essaie de gagner de l'argent avec en avance sur les cours, de jouer dessus. Aujourd'hui, elle a 1800 traders à sa disposition. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc 1800 traders, il faut les occuper. Hein, ils vont pas tous acheter du pétrole, hein, c'est un peu juste. Donc j'ai donné le plan, son plan d'attaque dans le livre. Elle achète le jus d'orange, elle achète le cacao, elle achète les céréales, elle achète le blé, l'huile de soja, l'huile de tournesol, et j'en passe à demain. Enfin, tout ce qui est, tout ce qui lui permet d'avoir des stocks et de faire monter les prix. D'accord? Alors par exemple, j'ai un cas très précis, très factuel, c'était la BNP, c'était les traders de la BNP par exemple, il y a 3 ans, qui ont acheté toute la production mondiale de cacao au mois d'août, quand tout le monde est en vacances. Pourquoi ils ont acheté ça au mois d'août? Hein, tout simplement parce qu'en mois de septembre, les industriels du chocolat, qui vont fabriquer vous savez, tous les trucs de chocolat pour Noël, eh bien, ils s'y prennent en septembre, justement. Ils les achètent en septembre. Donc, ils ont acheté le cacao, ils l'ont fait grimper le prix de 10 à 15% ou 20%, peu importe, et ils ont revendu, et donc ils ont fait un bénéfice de 20%. Alors, quand vous achetez sur des centaines, vous achetez pour 1 milliard de cacao, ça vous fait quand même une belle somme, hein, 10% sur 1 milliard, c'est quelques mois. Quelques semaines, plaisantez. Vous plaisantez. Voire en quelques jours, hein, parfois c'est en quelques heures. Et donc, Black Master Sales s'est fait une spécialité du café et du sucre. Hein. Vous avez
vous avez quelque part ici, j'ai donné le... Tiens, il est là. Je tombais dessus, j'ai déjà montré, mais c'est important. Hein, vous avez par exemple le sucre, hein, donc elle achète le blanc numéro 5, le World number 11, hein, c'est comme les parfums Chanel, mais et ensuite elle achète les farines de blé, l'avoine, le colza, le porc, le lard, les bovins d'engraissement, le bétail vivant. Elle achète des vaches, des cochons, hein, c'est Pierrette. Et café, cacao, coton, elle achète le coton. Et donc, ensuite, son plan d'attaque, regardez bien ici, parce que ça c'est important, son appréciation de la liquidité et place où elle agit. Donc, elle a vraiment compartimenté ça dans différentes catégories. C'est le truc qu'elle peut revendre le plus vite possible pour faire un maximum d'argent, de blé. Elle est bonne. C'est approprié. C'est approprié, ou de l'oseille, ça aussi c'est approprié. Et donc, de le revendre dans la foulée. Donc, vous avez des produits de matières premières agricoles qui sont extrêmement rapides, qui peuvent s'échanger très rapidement, et d'autres très lentement. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est son plan. Et elle a toujours été persuadée qu'elle a été trahie en interne pour que je puisse, pour que j'ai pu mettre son plan dans le livre. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que tous les traders ici à Paris, à Bruxelles, etc., quand ils ont vu ça, ils ont monté carrément des plateformes pour faire la même chose qu'elle. Mec, imagination zéro quand même. Hein. Voilà, donc. Mais c'est ça crée. Et ça vous montre que ça fait bah bien sûr, ça fait. Je l'ai déjà dit. Quand j'ai fini ce livre, c'était en décembre 2010. Je l'ai donné à l'imprimeur le 4 janvier ou 5 janvier. Et je terminais le livre en disant que il y a déjà des révoltes de femmes, de ménagères tunisiennes, algériennes, égyptiennes, hein, qui protestaient avec leur casserole contre la hausse de la farine et du sucre. Hein, et que ça préfigurait des révolutions. Je veux dire, c'est écrit là, regardez. Et ça date, c'était mes dernières... mes dernières lignes, hein, de décembre... Voilà, 18 décembre 2010, il n'y avait plus 1 kg de sucre de disponible au Portugal, et le 5 janvier 2011, des émeutiers algériens demandaient du sucre à Alger, à Rouiba, à Borj El Bari, à Dergana, et attaquaient les postes de police et les mairies en Algérie. Hein? Idem en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez eu toutes les révoltes. Finalement, ça a dégénéré en véritable révolution, pas en Algérie. Ils ont réussi à mater. Mais combien de temps? Pendant combien de temps en Algérie avant qu'elle explose? On retombe sur le principe du pain et des jeux. Si l'un des deux vient à manquer, ça commence à être... Et exactement, c'est du pain et des jeux. Et donc Black Masters, avec ses 1500, 1800 traders, achète toute la production mondiale, enfin tout ce qu'elle peut, pardon, et prend son pourcentage, elle fait monter les prix, par exemple le sucre, hein, pardon, j'ai vu, il y a un autre tableau ici, qu'on peut montrer parce que c'est très très intéressant, sur, voilà, vous ferez un gros plan dessus, mais sûr. Blé plus, voilà, ça c'est un tableau de Casey Research qui a mesuré les augmentations sur une simple année, écoutez bien, d'octobre 2009 à octobre 2010, d'accord? Le blé, plus 74%, le blé, l'avoine, plus 68%, le coton, plus 66%, la viande de porc, plus 60%, sucre, plus 40%, etc., etc. Café, tiens, le petit café, plus 27%. C'est vous qui payez, c'est moi à chaque fois qu'on va dans un troquet, c'est 30% de plus. Tous les cafetiers vous le diront. Donc le café plus le sucre, café plus 27, sucre plus 44, bam, ça fait plus 50. Quoi. Enfin, j'exagère, mais... Hein, bientôt le sucre sera en... Viande de bœuf, plus 18%, gaz plus 15, maïs plus 14. Elle achète le gaz aussi. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi le gouvernement ils veulent repousser les augmentations du gaz naturel, etc. Hein? Parce que les banquiers achètent tous ces produits. Enfin, c'est pas des produits, c'est de la matière première. Le gaz, c'est pas une matière première agricole, c'est de l'énergie. Hein? Donc, elle achète aussi l'énergie, hein, avec ses traders. Et elle achète aussi elle manipule les prix de l'or et de l'argent. Mais ça, tout le monde le sait. Hein, et le seul point positif aujourd'hui avec Black Masters, c'est que les gens peuvent encore acheter de l'or, des pièces d'or et des pièces d'argent à un prix raisonnable. Parce que quand elle ne pourra plus tenir les cours,
plus personne ne pourra. Il n'y a que les gens très riches qui pourront acheter de l'or et de l'argent. Donc profitez-en maintenant et allumez une bougie pour Blight. Pour le remercier. C'est un personnage clé dans l'histoire de l'économie actuelle. Ah, pour moi, c'est un personnage clé. Alors, je vois arriver en ce moment des mails de tout un tas oui, mais c'est Blight Masters, personne ne la connaît, c'est la banque Rothschild qui est responsable de tout. Benjamin Rothschild, Benjamin Rothschild, il fait la fête, il n'a rien à cirer. Je veux dire, c'est trop facile de toujours... ce que je veux dire, c'est toujours... le monde est en train d'exploser, hein, mais c'est toujours la Rothschild. La JP Morgan, elle fait quoi? Elle tricote. La Bank of America, elle fait quoi? La Barclays Bank, hein, qui vient d'être... tout d'un coup, les journalistes viennent de découvrir qu'ils ont manipulé le Libor pendant 7 ans. Ça, c'est pas la banque Rothschild, la banque Barclays. Donc, vous voyez bien que ça excite malheureusement. Blight Masters reste effectivement l'un des personnages les plus influents dans le domaine banco-financier aujourd'hui. Ça, c'est clair. Parce que tous les banquiers, tous les financiers, et surtout tous les traders de matières premières, quelles qu'elles soient, observent, se calquent sur elle. Ils essaient de deviner ce qu'elle fait. Ce qui n'est pas évident parce que donc elle ne veut pas commettre la même erreur que la LTCM, donc elle passe par des sociétés différentes qui existent pour très peu de temps et qui sont démantelées ensuite, et elle donne parfois ses ordres d'achat de manière détournée ou cachée. Parce que maintenant tout le monde la surveille, en effet. Toutes ces informations synthétisées sont alarmantes ou au moins révoltantes. Comment tout cela est-il possible? Y a-t-il d'autres domaines insoupçonnés dans lesquels le milieu bancaire joue un rôle? Mais vous voyez que les choses sont vraiment très 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 simples. Il n'y a pas de complications. Ils ont volontairement rendu... Vous savez que les Américains ont acheté les cours d'économie. C'est le professeur Fekete qui le montre dans son livre Le Retour sans or. Ils ont acheté la Fed, même elle, la JP Morgan, ils ont acheté les cours. Ils ont créé une chaire de matières premières, de spéculation sur les matières premières à l'université de Denver, du Colorado. J'ai mis sur votre blog, ça. Ouais. Et ils l'ont fait depuis longtemps. La Fed a tout fait pour que le seul enseignement qui soit donné dans toutes les grandes universités américaines en éco, c'est Friedman et Keynes. Et rien d'autre. C'est ça. Ils exportent ça vers l'Amérique latine. Alors vous imaginez, vous avez le ministère des Finances, je transpose le truc à la France, vous avez le ministère des Finances qui appelle Paris Dauphine, et qui dit, bah voilà, nous on vous donne 10 millions d'euros, mais on aimerait bien que il dit ça au recteur, il dit, on aimerait bien quand même que vous donniez des cours sur Friedman, c'est important Friedman. Parce que nous, ministère des Finances, on a besoin d'économistes friedmaniens. Est-ce que ce sont les politiques qui n'ont pas réussi au fil des années, des décennies, à réduire cette dette, ou qui l'ont au contraire aggravée d'année en année? Qui est le responsable final de cette affaire? Il s'appelle Milton Friedman, il a eu le prix Nobel d'économie en 1976, il a pondu une doctrine terrifiante dans sa nocivité, dont personne ne s'est rendu compte. C'est l'homme, suivi par 13 autres prix Nobel d'économie. Et par Margaret Thatcher et par Ronald Reagan. C'est ça. Ronald Reagan s'est mis à appliquer. D'accord. Et comme les États-Unis, c'est gros, ça avait de l'importance. Et Madame Thatcher. Les idées peuvent tuer. Et c'est pas rien de faire un moment sur des idées. Dans toute une science économique qui, jusqu'à Keynes, et peut-être d'abord avec Keynes, avait le chômage comme principale préoccupation. Et la régulation des marchés. Et la régulation des marchés comme conséquence, le souci était le bien vivre, le plein emploi et la croissance. Dans ce système-là, les monétaristes, cet homme-là, arrive et nous invente une philosophie qui dit, premièrement, le marché est auto-équilibrant, et deuxièmement, chaque équilibre de marché est optimal. Donc pas besoin de régulation. Pas besoin de régulation. Et ça fait plaisir. Les principaux gouvernements qui sont allés tout de suite, c'est l'anglais, l'américain, le japonais, 30 autres, etc. La plupart des grands gouvernements de la planète ont adopté cette doctrine qui est devenue le cœur de l'enseignement de l'économie.
Parce que le drame, c'est qu'il s'est passé en économie un peu ce qui se passait en médecine si on découvrait que Louis Pasteur avait tout faux. Et qu'aujourd'hui, pour le gouvernement grec, pour le gouvernement français, il faudrait recevoir des avis d'économistes qui ne soient pas des politiquement corrects de l'agrégation ancienne mode, qui ne soient pas formés par ce système de concepts dont les faits ont démontré qu'il était toxique. On n'écoute plus du tout. Voilà le responsable initial. Et la vraie responsabilité, c'est que le monde entier s'est rué là-dedans. Pourquoi? Parce que débarrassons-nous de l'État, débarrassons-nous des impôts, gagnons plus, vive le profit. C'est ça que ça dit. Mais ça marche pas. Et c'est dommage. Alors ça commence là. Et maintenant, nous sommes obligés d'en sortir par une pratique, austérité, etc. Une pratique qui est antagonique avec ce que disait le système, par une intervention publique pour sauver les banques, ce qu'on a fait en 2008, qui dément le système lui-même, et puis il faut réinventer une cohérence économique. Mais surtout, là, voilà la responsabilité. Bon, le recteur, il dit bon, moi je veux bien prendre des sous, hein, donc, sachant que les universités aux États-Unis sont privées, donc vous imaginez les dégâts. Voilà, hein, c'est pas comme ici. Mais voilà, ça vous montre. On l'a vu au Chili. C'est pas moi qui le dis, comment elle s'appelle, c'est Naomi Klein. Elle le montre dans le film. C'est fabuleux son film. C'est fabuleux. Vous devriez inclure un petit bout là. Sur le site. Ah, c'est génial ça. Alors, en mars 1975, Arnold Harberger et Milton Friedman s'envolèrent pour Santiago. He used a phrase that had never before been used in a real-world economic crisis. He called for shock treatment. He said that he was like a doctor that was going to help a country that was suffering an epidemic, and he was simply prescribing the medicine. Friedman écrivit que le général Pinochet était séduit par l'idée d'un traitement de choc, mais qu'il était clairement effrayé par le chômage provisoire qui pourrait en découler. Mais vous avez son DVD? Achetez le DVD. Oui. La stratégie du choc, achetez le DVD. C'est parce que ce que vous avez sur le web n'a rien à voir avec son film. On voit bien Friedman qui teste son truc au Chili et comment la CIA fait sauter Salvatore Allende. Et comment Naomi elle l'a pas vu, mais moi je peux vous dire que la première chose que les Américains ont fait, une fois que Allende a été tué, ils ont braqué tout l'or de la Banque centrale du Chili. Aujourd'hui le Chili est le pays qui a le moins d'or. Je crois qu'il se classe au niveau de, je sais pas, du Yémen ou du Burundi. C'est le Chili. Vous imaginez le Chili. Le Chili, c'est rempli de matières premières. C'est riche comme Crésus, je veux dire, en termes de matières premières. Ils ont le moins d'or que le Burundi. Et en cela d'ailleurs. Enfin, j'exagère un peu, oui, mais. En cela d'ailleurs. Mais c'est pas normal que le Chili ait aussi peu d'or. Mais c'est les Américains, ils ont braqué l'or tout de suite. Est-ce que vous avez pu voir quelques vidéos d'un certain monsieur John Perkins qui... Oui, mais John Perkins, si vous voulez, c'était dans un film. Il était interviewé dans un film, et du coup, c'est ce qu'il a fait connaître. John Perkins, absolument, il raconte comment il manipule les gouvernements pour le FMI. Vous avez le dictateur moyen qui pense que le FMI va vraiment l'aider. Alors que le mec, il réalise même pas que le mec est un agent de la CIA, quoi. Et que le mec lui-même, il le fait volontairement, il sait même pas qu'il le fait pour la CIA. C'est la CIA qui donne des ordres au FMI. Ce monde financier avide est un véritable cancer pour l'humanité. Est-il possible que ces gens soient si inconscients? Que se passe-t-il dans leur tête? Ils vivent certes sur la même planète que nous, mais dans un autre monde. Monsieur Jovanovic a souhaité nous raconter une petite anecdote illustrant le fossé qui nous sépare de ces plus avides prédateurs. Anecdote peu rassurante. Moi, je vais vraiment vous donner une anecdote qui est dans un livre qui est sorti il y a 5-6 ans. Je crois que c'est Michael Lewis qui raconte ça, l'ancien trader. Je me trompe peut-être, mais ce sont des traders de Wall Street, je sais plus si c'est Morgan Stanley ou Lehman ou peu importe. Et leur grand trip, c'était le week-end, donc d'aller je sais plus où, dans l'Oklahoma, chez un éleveur de colombes et de palombes. Et donc ils achetaient toute la... Donc l'éleveur, si vous voulez, libérait 2000 ou 3000 palombes ou colombes, donc vous avez 3000 oiseaux blancs qui volent. Et donc les mecs, leur grand trip, c'était avec une mitraillette, c'est de dézinguer, de tirer d'abattre le plus grand nombre d'oiseaux en train de voler. Et Lewis raconte
qu'il y avait du pluie de sang qui vont tomber dessus. Voilà. Donc, pour en arriver là, il faut être cinglé, il faut être taré. Eh bien, toute la finance mondiale est entre les mains de ces crétins, de ces enfoirés. Voilà. Hein, leur grand trip, si vous voulez, c'est d'abattre des pauvres, des colombes qui ne leur ont rien fait, qui sont en plus des colombes domestiques. Et donc, ils ont abattu à la mitraillette le plus grand nombre de colombes possible. Colombe, c'est le symbole s'il en est un peu. Oui, le symbole s'il en est. C'est exactement la même chose que cet enfoiré de Juan Carlos, roi d'Espagne, qui parle, hein, qui va payer 30 000 € pour abattre un pauvre éléphant qui lui a rien fait. Il se retrouve devant l'éléphant, il prend son fusil de chasse et lui tire une balle en pleine tête. Je vois pas très bien où est le plaisir, mais bon, pourquoi pas. Mais ça vous montre une idée, si vous voulez, de la dégénérescence totale de ces traders, de ces financiers, qui, parce que saigner des innocents, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de saigner à blanc toute la population espagnole, italienne, française, portugaise, allemande, anglaise, juste pour que leur bonus annuel soit payé. Voilà. Ça fait même partie de leur vocabulaire, entre eux. Absolument. C'est quelque chose qui se... Dans le livre Black Masters, en fait, je montre le vocabulaire des traders de la... de la Bankers Trust, la banque qui a servi de modèle à Black Masters. La Bankers Trust, elle dit qu'un bon client, c'est celui qu'on écorche juif. Tout est dit. Ouais, voilà. C'est assez clair. C'est un peu plus clair. Nous avions déjà de sérieux doutes et cette conversation a confirmé nos craintes. La crise environnementale, sociale, énergétique et financière que le monde connaît en ce moment est causée par la cupidité et l'irresponsabilité d'une petite poignée de gens qui utilisent l'argent comme une arme contre nous. Nous avons donc fini cette interview avec une petite lecture. Nous remercions M. Jovanovic pour cette conviviale rencontre autour d'un café et vous invitons à découvrir son site quotidien.com et ses livres dont le déjà nommé Blight Masters. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté quelques morceaux du puzzle supplémentaire sur le monde réel qui nous entoure. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de JeUnDoute.com. Alors, on va conclure là-dessus. Alors là, vous allez pouvoir l'illustrer parce que là, on a Karl Marx et Shakespeare. C'est pas rien quand même. Ouais. C'est-à-dire que pour croiser les deux, faut le faire. Voilà, donc je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà. Selon Karl Marx en personne, la meilleure définition qui ait été donnée de l'argent est celle de William Shakespeare. Pour l'écrivain anglais, l'argent est avant tout une baguette magique, parce que vous avez parlé de baguette magique, un objet surnaturel qui transforme, métamorphose, une pièce d'or en ce que l'on désire. Vous voyez qu'il parle lui de pièces d'or, Shakespeare aussi. Donc c'est un outil divin. Alors voici ce que dit Marx. Shakespeare souligne, en fait Marx cite Shakespeare, ça se voit le plus juste. Shakespeare souligne en particulier deux propriétés de l'argent. Petit 1, c'est la divinité visible, la transformation de tout bien humain et naturel en leur contraire, la confusion universelle et distorsion des choses. Les impossibilités y sont soudées ensemble. Petit 2, c'est la putain commune et le proxénète commun des peuples et des nations. Et là-dessus, donc là c'est moi qui parle, il ajoute une définition géniale. Alors écoutez bien parce que ça c'est vraiment formidable. L'argent transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le domestique en maître, le maître en domestique, l'idiotie en intelligence et l'intelligence en idiotie. Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, à la société, le lien qui me connecte à la nature et à l'homme, alors l'argent n'est-il pas le plus grand de tous les liens? N'est-il pas alors aussi l'agent universel de séparation? L'argent est celui qui lie et qui sépare.